Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant voir les surfaces de Fermi. Alors, lorsque l'on résout l'équation de Schrödinger, il faut tenir compte des conditions aux limites du cristal, puisque celui-ci a une extension finie. Une condition limite qui est plutôt bien adaptée, c'est la condition limite périodique de Born-Van Karman. À une dimension, on a par exemple psi x plus L égale psi x. Donc on retrouve les mêmes valeurs aux deux extrémités du cristal de longueur L, où L égale NA, la distance, la largeur de la maille, et N, le nombre d'atomes sur la longueur du cristal. Le théorème de Bloch implique que exponentielle de IKL est égal à 1. Et ça signifie que K doit valoir 2pi n sur L avec n variant de moins n demi à n demi. Donc K, le nombre d'ondes, prend des valeurs régulièrement espacées de 2pi sur L et avec une densité Gk telle que Gk fois un petit intervalle dk de nombre d'ondes est égal à 2 fois L sur 2pi fois dk. Le 2 ici, la multiplication par 2, vient du fait que l'électron a un spin et qu'il peut donc avoir deux états occupés. Et la somme de tous ces états entre moins pi sur A et plus pi sur A donne 2n. Ce genre de considération se généralise facilement à 3 dimensions en utilisant des vecteurs. Et cette fois-ci, quand on fait la somme, on la fait sur la première zone de Brillouin. On obtient ainsi une densité dans une bande n, donnée par Gn de K, Gn de epsilon pour l'énergie, pardon, ce qui donne la densité en énergie, en niveau d'énergie des électrons. Je ne décris pas les expressions mathématiques complètes dans cette situation. Par exemple, pour des électrons libres, où il n'y a pas de structure cristalline, G epsilon vaut simplement, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de direction privilégiée, et Gn epsilon est égal à 4pi V, V pour le volume considéré, divisé par h cube, fois 2m au cube fois epsilon exposant à demi. Dans le cas d'un cristal, la structure peut être plus compliquée, elle dépend de la structure cristalline, et par exemple, pour le cuivre, en fonction de l'énergie, la densité d'état, pour 0 ici, pour des énergies de liaison de 4 électronvolts, 8 électronvolts, 12 électronvolts, comptés négativement, puisqu'il faut fournir de l'énergie pour retirer l'électron du cristal. Les bandes prennent typiquement une forme comme ceci. Avec l'énergie de Fermi, epsilon 0f, qui est ici. Et on voit qu'il y a une concentration dans une certaine zone qui est la bande D du cuivre. Et on observe également des discontinuités qui sont des discontinuités de Van Hove dues à la structure du cristal. Au zéro absolu, les électrons occupent tous les états sous l'énergie de Fermi et aucun au-dessus. Et
la surface epsilon k égale epsilon f0, donc les valeurs de l'énergie pour l'énergie de Fermi, les valeurs de k qui donnent ça, n'oublions pas que c'est un vecteur, ça décrit donc dans l'espace des nombres d'ondes une surface appelée surface de Fermi. La surface de Fermi joue un rôle fondamental dans l'étude détaillée des propriétés électroniques des différents matériaux. Pour des électrons libres, il n'y a pas de direction privilégiée, le nombre d'ondes est le même pour toutes les directions, et donc la surface de Fermi est une sphère. Pour les métaux alcalins, la surface de Fermi est presque sphérique, ce qui explique que le modèle d'électrons libres marche vraiment bien pour les métaux alcalins. Dans d'autres cas, les métaux de transition comme le cuivre, la surface de Fermi a au contraire une structure très complexe. Donc c'est pas du tout une sphère, c'est une structure très bosselée avec des discontinuités, c'est une structure vraiment compliquée. On peut mesurer la surface de Fermi grâce à un effet appelé Haas-Van Alphen, qui fait que si on applique un champ magnétique B, on observe une oscillation du moment magnétique qui est une fonction de 1 sur B. Plus le champ est intense, plus les oscillations sont faibles. Et Onsager, en 1952, a montré que leur valeur était égale à E, la charge électrique, fois H, divisé par AF, où AF est la superficie de la surface de Fermi qui est perpendiculaire au champ magnétique. Et donc, il suffit de faire varier l'orientation du champ magnétique, de mesurer les oscillations du moment magnétique, et on peut ainsi reconstituer toute la surface de Fermi. Lorsqu'on en applique un champ électrique, il peut ou pas se développer un courant. Dans un isolant, au zéro absolu, toutes les bandes sont pleines, entièrement pleines ou totalement vides. Ce n'est qu'à température non nulle qu'avec l'agitation thermique, quelques électrons pourraient passer dans la bande supérieure. Au zéro absolu, les bandes sont totalement pleines et donc, sous un champ électrique, il n'y a pas de courant qui se produit. Pourquoi? Parce que sous l'influence du champ électrique, les bandes restent identiques, les électrons occupent tous les états possibles d'une bande et donc ne peuvent pas changer d'état pour être en mouvement, par exemple. Et donc, le matériau est isolant. Dans un métal, un conducteur, les bandes, même au zéro absolu, sont partiellement remplies, parce qu'il y a des recouvrements de bandes. Dans ce cas-là, le modèle que nous avons vu pour le courant électrique fonctionne bien, on peut le généraliser, et on trouve, après quelques calculs, que l'impulsion moyenne des électrons est égale à h bar fois k, la valeur moyenne du nombre d'ondes, et que celui-ci est égal à moins E tau sur h bar fois E grand E, le champ électrique, où tau est le temps moyen entre deux collisions de l'électron avec la structure cristalline. Cela permet de faire quelques calculs et de trouver la valeur du courant. Sous l'influence du champ électrique, les états sont modifiés, puisque les électrons, cette fois-ci, ne remplissent plus totalement une bande, ils peuvent facilement changer d'état au sein de la bande, en occupant les places libres. Si on trace en fonction l'énergie des électrons en fonction du nombre d'ondes, la relation de dispersion, la relation de dispersion qui décrit une bande a typiquement une structure comme celle-là. Et
Si ici on a l'énergie de Fermi, epsilon 0F, à ce moment-là, au zéro absolu, les électrons occupent tous les états sous ce niveau. Sous l'influence d'un champ électrique, les électrons ici vont passer dans un état légèrement excité et ceux-là vont diminuer. Donc on a un décalage dans l'occupation de la bande. On peut relier J à l'expression du courant, à une masse effective qui est souvent utilisée, qu'on note M avec un astérisque, pour bien préciser que ce n'est pas la masse des électrons, mais une masse effective due au comportement dans le cristal, qui dépend du nombre d'ondes, et qui est positive en bas de la bande, et qui est négative en haut de la bande. À partir de là, on peut calculer, par exemple, sigma, la conductivité du métal. En réalité, la masse effective, tout comme la conductivité, ne sont pas des grandeurs simples, scalaires, ce sont des tenseurs parce que leur valeur dépend de l'orientation à cause de la structure cristalline. Les métaux étant en général composés de nombreux petits microcristaux orientés dans tous les sens, la conductivité qui est mesurée est une conductivité moyenne pour toutes les orientations. Voilà pour les principes généraux. Alors, dans la suite, donc dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite de ce traitement en parlant du comportement des bandes partiellement remplies pour ce qui est des trous. Nous verrons ça bientôt. Merci.